Bonjour à toutes et à toutes. Je suis vraiment désolée de ne pas être parmi vous pour ce congrès si riche de ces 2 journées bien remplies, mais je suis vraiment heureuse de pouvoir y participer selon mes possibilités pour représenter le gros TCA. Je remercie beaucoup le docteur Maxime Sodji qui a insisté pour que je fasse cette vidéo. Depuis longtemps, vous êtes ce chirurgien créatif proposant à vos patients, fidèlement suivis, des activités artistiques et des possibilités d'expression inédites pour un accompagnement dépassant largement le geste chirurgical. Je vous ai rencontré lors des journées Rondeurs et Bien-être à Bride-les-Bains il y a bien longtemps et vous êtes intervenu au gros à plusieurs reprises en accord avec nos propositions, nos idées, de façon toujours motivée et amicale. Vous souhaitez nous donner la parole aujourd'hui pour évoquer l'historique du gros, avec ses évolutions et son actualisation, qui entrent tout à fait dans le paradigme de la médecine narrative, mais c'est ce que j'ai découvert. Soyez remerciés de votre insistance à partager largement notre parcours au cours de ces journées si riches de complémentarité au service de nos patients. L'annonce de ce congrès m'a interrogée. Qu'est-ce que la médecine narrative et quels sont les rapports avec notre association de soignants? En m'informant, j'ai compris que c'est un axe à favoriser pour sortir des statistiques, des injonctions et de cette façon trop habituelle de considérer la maladie obésité sans tenir suffisamment compte des personnes impliquées et de leur parcours singulier. Vous m'avez demandé de présenter l'historique du GROS, de l'association GROS, qui s'appelle maintenant GROS TCA, et de parler de son historique du début à ce qui se passe maintenant. Donc, pour présenter le GROS devenu de GROS TCA, je vais en faire l'historique schématiquement en parcourant ces grandes étapes d'évolution. Et en commençant par les fondateurs et l'équipe qui a entouré ces membres fondateurs. Il s'agit des docteurs Bernard Westpheld, docteur Gérard Földorfer, Jean-Philippe Zermati, entouré d'une vingtaine de médecins, diététiciens et psychologues. À l'époque, les régimes, la prescription des régimes en cas d'obésité pour maigrir était généralisée et il ne venait à l'idée de personne de contester ces prescriptions. Ces trois praticiens, entourés d'amis soignants, se sont posés des questions au vu de ce qui se passait à moyen et à long terme pour des patients qui étaient pris en charge pour leur obésité. Ils ont fait un constat négatif à l'époque et ont dit et ont réalisé que les personnes en difficulté avec leur poids et leur comportement alimentaire n'étaient pas bien pris en charge et souvent maltraitées. Elles étaient considérées systématiquement comme des délinquantes alimentaires qu'il fallait rééduquer. Malheureusement, c'est presque toujours le cas aujourd'hui. Or, on se rend compte que les régimes ne sont pas la solution à moyen et à long terme. Des études le montrent, entre 80 et 90% d'échecs à moyen et long terme, et surtout une prise de poids de plus en plus importante, constituant ce qu'on appelle le phénomène du yo-yo. Et puis surtout, à cette époque, on parlait sur les personnes en obésité, mais jamais avec elles, comme si elles n'avaient rien à dire. Pour ce groupe de personnes qui, les premiers, ont essayé de changer un petit peu de paradigme, elles elles ont changé un petit peu la façon de considérer les approches qui étaient centrées uniquement sur la perte de poids. Ce changement de paradigme a changé la relation qu'il y avait entre les médecins et le patient, le médecin dans sa toute-puissance qui savait, et le patient qui subissait, et surtout qui était honteux et culpabilisé. Et pour commencer, ce groupe, enfin, les praticiens du groupe,
se sont plus intéressés à l'histoire de chaque personne qui venait consulter et non strictement à son poids ou à ses facteurs de risque qui sont connus, mais qui ne sont pas prioritaires dans la prise en charge qui existe depuis les débuts. Donc, on passe à l'époque de maigrir à tout prix à retrouver un équilibre durable et une meilleure qualité de vie. Et il est question dans cette pluralité de spécialistes, puisque dans le groupe, il y avait des diététiciennes, des médecins, des psychiatres, des psychologues. Il y a un dialogue entre ces différents praticiens montrant que la prise en charge de l'obésité ne pouvait pas se réduire à une prise en charge strictement diététique. Cette co-construction d'un projet de soins individualisé intègre les dimensions physiques, psychologiques et sociales afin d'aider la personne à se réconcilier avec son corps et son alimentation. Alors, de ce constat à la proposition de solutions pour les prises en charge, que s'est-il passé? Donc ce groupe de réflexion était soucieux de- d'aider les personnes concernées. Une proposition de formation aux soignants prenant en charge ces patients s'est élaborée petit à petit par ce groupe de réflexion. Donc, on est passé d'une façon de dénoncer ce qui ne marchait pas à comment on allait prendre en charge. Le problème était de repenser l'accompagnement des personnes en difficulté avec leur poids et leur comportement alimentaire grâce à une réflexion commune qui a mis en évidence les facteurs concernés. Et petit à petit, s'est élaborée une formation de base qui est le socle de la prise en charge psycho-sensorielle à destination des professionnels. Il y a eu à ce moment-là une diffusion des concepts cliniques concernant l'acte alimentaire, sa physiologie et ses dérégulations, la régulation émotionnelle et ses intolérances, la stigmatisation, l'alliance thérapeutique au centre de ces prises en charge et la relation au corps tellement importante. Et on ne dissociait plus à ce moment-là ce savoir-faire qui a été établi de façon collective et un savoir-être indissociable. Pour une prise en charge individualisée qui s'appuie sur l'histoire du sujet, l'anamnèse et l'histoire du sujet en rapport avec son poids, ses comportements alimentaires et sa demande de prise en charge. Parce que systématiquement, il était proposé, et il est toujours proposé, à une personne en excès de poids de maigrir ou de se faire prendre en charge, alors que ce n'est pas forcément sa demande du moment. Cette formation de base, elle a été en évolution constante en fonction des réflexions partagées du groupe, bien sûr, des demandes des apprenants et des connaissances scientifiques qui se sont développées largement. L'approche spécifique du gros est l'approche bio-psycho-sensorielle. Pourquoi bio? Parce que elle a en charge la réactivation des signaux physiologiques de faim, de satiété, de plaisir, qui sont altérés par les mises au régime et le contrôle prescrit. Les règles viennent de l'extérieur au détriment de ressentis ou d'un contrôle interne physiologique. Au niveau psychologique, un travail sur les croyances et les émotions liées à l'acte alimentaire a pris place dans cette formation et dans la prise en charge des patients. Et puis, ce qui est un travail important ou une prise en charge importante, ça a été de travailler sur la restriction cognitive et ses effets délétères qui ont fait que les personnes en hyper-contrôle perdent le contrôle et peuvent avoir des compulsions, des troubles des conduites alimentaires. Donc, le but, c'était de passer d'un contrôle mental prescrit à un contrôle physiologique, mais pour cela, il fallait que les personnes soient en mesure de pouvoir entendre un certain nombre de choses, ressentir un certain nombre de choses, et c'est tout le travail qui a proposé le groupe.
Au niveau sensoriel, il s'agit aussi de se reconnecter à son corps et de percevoir et réagir aux sensations internes qui étaient mises de côté, d'une part par l'obésité, d'autre part parce que, effectivement, pour l'obésité, tous les contrôles et les injonctions venaient de l'extérieur. Le sujet est donc d'essayer d'accompagner la personne à se reconnecter à son corps. Mais au cours des années, il y a eu une multiplication des apports théoriques qui ont fortement enrichi la formation, mais peut-être au détriment de tout ce qui était expérientiel et qui permettait aux praticiens de prendre en charge sans crainte. Donc, on s'est rendu compte au fil de ces formations très enrichies et avec des apports théoriques très importants qu'il y avait un recentrage à faire sur la clinique et sur les besoins cliniques. Donc, comme ça se faisait tout le temps, après réflexion, on change un petit peu on retire un petit peu de ces apports théoriques pour favoriser les mises en situation et tout ce qui peut aider le praticien après sa formation à prendre en charge des patients suivant les prises en charge du groupe. Alors, ce constat, c'est effectivement cette difficulté de mise en pratique pour les praticiens formés qui se sont un petit peu noyés dans les apports théoriques et qui n'osent pas se lancer et qui n'osent pas ou qui se disent qu'à la fin de la formation, il leur manque des choses pour vraiment se lancer et prendre en charge des patients d'une façon inhabituelle et d'une façon contraire à ce qui se passe dans la majorité des prises en charge. Donc la proposition qui s'imposait, c'était de favoriser l'expérientiel, les mises en situation et de repenser la formation, son cadre et son déroulement. Pour ce faire, les formateurs ont été sollicités pour réfléchir et faire des propositions. Le, comment, le gros a proposé alors de faire une formation de formateurs à tous les formateurs pour essayer ensemble de revoir les formations et de les rendre les plus cliniques et les plus utilisables rapidement. Alors, dans la formation rogérienne que nous avons partagée, la priorité, c'est la transmission expérientielle. Et ce type de formation de formateur nous a vraiment aidé à sortir de cette formation descendante pour être beaucoup plus dans l'expérience et le partage d'expérience. Ça a permis aussi de ne pas être dans cette espèce de toute-puissance pédagogique et de partir aussi des compétences des apprenants, puisque les soignants qui viennent se former au gros ont des compétences et il est intéressant effectivement de croiser leurs compétences avec les compétences des formateurs pour co-créer aussi une formation. La formation de formateur rogérienne va valoriser une formation ascendante, quelque chose qui n'était pas habituel dans les formations, et a commencé par nous sensibiliser à la pédagogie de la meilleure façon d'apprendre. Et nous avons eu, pendant ces moments-là, un recueil des besoins de formation en fonction d'une mise en pratique favorable des prises en charge. Ça nous a permis effectivement de sortir un petit peu de ce qu'on faisait habituellement pour lister les besoins des apprenants et les besoins dans une certaine efficacité clinique. La dynamique de groupe a permis une amélioration de la formation qui a été co-créée collectivement. Et c'est à ce moment-là que une mise en évidence de l'intérêt d'un protocole a été énoncée, nous amenant à changer vraiment notre façon
de proposer des formations, ce que nous allons voir un petit peu maintenant. Dans ce nouveau protocole de formation, les apprenants sont très, très impliqués. Ils sont confrontés à leur propre comportement alimentaire, au rapport à leur corps et à leurs croyances. Cette formation qui est inattendue pour les apprenants euh, est très appréciée à la fin de la formation. Les personnes ne s'attendaient pas du tout à être impliquées autant personnellement et se rendent compte qu'il y a des choses à revoir sur leurs propres croyances, sur leur propre comportement. Et je pense que c'est quelque chose de très fort dans ces nouvelles formations ou cette nouvelle façon de concevoir la formation. Le, donc ce travail commun avait pour but aussi de donner une cohérence à toute cette façon à toute cette formation et une cohérence entre tous les formateurs, puisque bon, avant il y avait aussi une cohérence, mais chacun avait comment, un sujet et puis il le développait, alors que maintenant on voit globalement qu'est-ce qu'on doit favoriser et comment on peut construire les uns et les autres autour de ce qui est essentiel pour les personnes qui apprennent. Cette formation est très évolutive, elle l'a toujours été, mais on sent de plus en plus que on peut avoir une base très, très importante pour que la prise en charge soit vraiment globale et on ne la réduise pas à la recherche de sensations ou à des choses comme ça, mais qu'elle soit comprise vraiment dans sa globalité. L'implication des apprenants permet donc de lutter contre les croyances, les préjugés, les stéréotypes, la stigmatisation. Cette implication, c'est vraiment une façon de débusquer tout ce qui est inconscient. Et c'est quelque chose de très actif. Donc ce protocole pour l'apprentissage de la globalité de la prise en charge permet va permettre, enfin nous l'espérons, une appropriation individualisée des propositions. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelque chose de très construit et qui va permettre aux apprenants de s'y retrouver, de pouvoir prendre en charge suivant ce qu'on propose au gros de façon rapide. Et une fois que tout ça sera bien en place, eh bien, en fonction des personnalités de chacun, il y a certaines choses qui vont être plus développées que d'autres. Il y a certains outils qui vont être plus utilisés que d'autres. Donc, cette cohérence partagée de la formation et de ses utilisations nous semble vraiment positive et efficace pour les praticiens qui vont prendre en charge des personnes concernées. Alors, en proposant tout ça, je me demandais où était quel était le rôle du gros dans la médecine narrative. Mais en fin de compte, on est au cœur de cette médecine narrative dans la mesure où on part de l'histoire du sujet et qu'on ne part pas de la maladie. Mais cela n'empêche pas de croiser cette médecine narrative avec les études scientifiques euh, de façon très, très, très efficace. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire au gros TCA, c'est-à-dire qu'on espère, en créant ce protocole, pouvoir évaluer nos prises en charge, ce qui nous est demandé depuis longtemps. Et j'aimerais terminer en disant et en comprenant combien la médecine narrative humanise les prises en charge et la posture soignante. Et je me réjouis que ce congrès ait été initié par de la chirurgie bariatrique. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important dans la compréhension de la prise en charge des patients. Je vous remercie vraiment et j'espère vraiment avoir des retours de tout ce que vous aurez fait pendant les 2 journées. Je vous remercie.